Aujourd'hui, on va parler d'un choc silencieux, presque étouffé derrière le bruit médiatique. Un choc entre deux visions du monde. D'un côté, les banques centrales occidentales, qui gouvernent par la dette et l'émission monétaire. De l'autre, la Russie, qui dispose d'un sous-sol qui agit comme un véritable levier de puissance. Ses réserves d'hydrocarbures, de métaux stratégiques et de terres rares en font un acteur central dans l'économie mondiale et dans les chaînes de valeur technologiques. Ce potentiel, encore loin d'être totalement exploité, confère à Moscou une profondeur stratégique que peu de nations peuvent égaler. C'est à la fois une force de stabilité interne et un outil d'influence géopolitique globale. Dans cette tension, ce n'est pas la force brute qui prime, mais le calcul politique. Trump ne cherche pas à affronter Poutine, il cherche à le séduire. Et pour certains, ce rapprochement dessine déjà le spectre d'un nouveau Yalta. Ici, il ne s'agit pas de donner une vérité toute faite, mais d'explorer une tension, et c'est de cette dialectique que pourrait émerger une vision plus lucide des directions géopolitiques qui s'ouvrent devant nous. On a beaucoup parlé des sourires, des poignées de main, des signaux envoyés lors de la rencontre entre Trump et Poutine à Anchorage. Les médias se sont concentrés sur les anecdotes. Mais derrière les images, il y a une vérité plus profonde. Si Trump et Poutine se rencontrent, c'est parce que l'un et l'autre savent que le cœur du conflit n'est pas seulement militaire ou idéologique, il est économique. Et au centre de cet affrontement, il y a la Russie. Pas la Russie comme puissance militaire, mais la Russie comme banque centrale naturelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans notre système mondial, la monnaie repose largement sur la dette. Les banques centrales injectent de la liquidité, ajustent les taux et modifient les équilibres financiers par de simples écritures comptables. C'est un système fondé sur la confiance collective. Il fonctionne tant que chacun accepte que cette monnaie conserve sa valeur. La Russie, de son côté, s'appuie sur un autre registre. Son territoire recèle d'importantes ressources naturelles. Pétrole, gaz, cobalt, uranium, diamants, or. Les estimations de leur valeur varient, allant de 55 000 à 100 000 milliards de dollars. Ces richesses ne sont pas qu'un stock de ressources. Elles deviennent le théâtre d'une lutte de pouvoir, où chaque baril, chaque gisement redéfinit l'équilibre entre Moscou et l'Occident. Au tournant des années 1990, certains oligarques russes, comme Boris Berezovsky et Mikhail Khodorkovsky, tissent des relations étroites avec les milieux économiques et politiques occidentaux. Les privatisations massives de l'époque donnent l'image d'une ouverture accélérée du secteur énergétique russe aux capitaux étrangers. Le projet de fusion Exxon-Yukos-Sibneft en 2003 en constitue un exemple marquant. Toutefois, il convient de rappeler que l'intérêt stratégique de Washington et de Londres se portait alors avant tout sur le Moyen-Orient, dont le potentiel pétrolier dépassait largement celui de la Sibérie occidentale. Avec l'arrivée de Vladimir Poutine, la trajectoire s'inverse. Sa politique énergétique marque une rupture nette. Très vite, des mesures fortes tombent. L'arrestation de Khodorkovsky, le démantèlement de Yukos, absorbé par Rosneft, le recentrage national des grands groupes et le refus de céder Sakhalin II à Exxon. Se met alors en place la verticale du pouvoir énergétique. Rosneft pour le pétrole, Gazprom pour le gaz. Ces deux entreprises d'État deviennent les piliers de la stratégie russe. La Russie tourne ainsi la page des années 1990. Son sous-sol est consolidé comme un levier de puissance nationale, géré directement par l'État. Pour autant, Moscou ne se replie pas totalement. Elle maintient des coopérations ciblées, notamment dans le gaz naturel liquéfié et l'offshore, afin d'accéder aux technologies occidentales, comme en témoigne le partenariat avec Total Energy sur Yamal. Pour bien comprendre cette différence entre monnaie abstraite et ressources réelles, il faut regarder l'histoire récente. Dans les années 1990,
La Russie s'était engagée dans une ouverture rapide, marquée par des privatisations massives. Mais avec l'arrivée de Poutine, tout change. Le sous-sol redevient un outil de souveraineté et la trajectoire du pays bascule. Autrement dit, alors que les économies occidentales s'appuient largement sur des monnaies émises par leurs banques centrales et sur la puissance de leurs marchés financiers, la Russie privilégie la valorisation directe de son sous-sol. Là où les bilans occidentaux s'articulent autour de la dette et des flux monétaires, Moscou met en avant un capital géologique tangible, transformé en énergie et en matières premières. Dans une perspective hegelienne, on pourrait dire que la Russie est la négation du système abstrait des banques centrales. L'idée d'une monnaie réduite à un simple signe ou support abstrait se confronte ici à sa limite, la réalité matérielle. Et c'est dans cette tension que s'écrit l'histoire. Les stoïciens, eux, auraient dit quelque chose d'encore plus simple. Ce qui est dans la nature demeure. Ce qui est opinion passe. Le pétrole, le gaz, l'or ne sont pas des promesses, ce sont des faits. Et c'est pour ça que la Russie est une anomalie dans l'ordre financier mondial. Elle ne repose pas sur des projections financières, elle s'appuie sur des éléments tangibles. Voilà pourquoi la Russie est, pour Washington et pour le système dollar, un problème structurel. Tant que la Russie conserve l'accès à son sous-sol et à ses ressources, elle dispose d'un levier qui pèse face à un système mondial largement fondé sur la dette et la création monétaire. Elle ne se limite pas à une puissance militaire, c'est aussi une puissance énergétique et minérale qui incarne une forme de contrepoids tangible au système financier dominé par les banques centrales. Nord Stream illustre parfaitement ce paradoxe. Ce n'était pas qu'un pipeline, c'était un pacte implicite entre Berlin et Moscou. Le sabotage de Nord Stream a marqué la volonté de briser ce lien. Mais Moscou ne s'est pas effondré. Le gaz s'est redirigé vers l'Asie, via la force de Sibérie. Et Pékin est devenu son principal partenaire. Baltic Pipe, reliant la Norvège à la Pologne, existe, mais reste quantitativement insuffisant face au volume russe. Trump a identifié cette particularité. Plutôt que de chercher à la confronter directement, il explore la possibilité de l'intégrer dans son propre jeu politique. Trump n'a pas les cartes pour contraindre Poutine, mais il a l'art de séduire. Là où Biden et l'Union européenne ont brandi sanctions et isolement, lui propose un deal. La levée progressive des sanctions, l'ouverture des marchés russes et surtout la création de joint ventures, c'est-à-dire des co-entreprises où deux pays, deux sociétés exploitent ensemble un projet stratégique, chacun touchant une part des recettes. Les majors américaines, ces grandes compagnies pétrolières et gazières comme ExxonMobil ou Chevron, apporteraient leurs capitaux, leur savoir-faire, leur logistique. La Russie, elle, ses ressources dormantes. Résultat, un PIB qui pourrait littéralement doubler en quelques années. Côté américain, l'équation est tout aussi claire. Les États-Unis garantiraient leurs dettes avec des actifs tangibles. Un quart seulement du sous-sol russe suffirait à effacer la dette publique américaine. Dialectiquement, Trump dépasse l'opposition classique. D'un côté, la confrontation militaire, de l'autre, l'isolement par les sanctions. Et il propose une troisième voie, la séduction économique, le soft power. Philosophiquement, c'est presque stoïcien. On ne choisit pas les cartes qu'on a en main, mais on choisit comment les jouer. Et Trump ici transforme une faiblesse, son incapacité à forcer la paix, en levier. Mais cette logique économique ne se limite pas à un simple deal, elle redessine l'équilibre mondial. Ce sommet n'était pas une simple mise en scène diplomatique. Il rappelle une constante historique. Les grandes puissances conservent la capacité de fixer les règles du jeu. L'Union européenne, présente, mais en marge des décisions centrales. En réalité, l'essentiel se joue entre Washington et Moscou. Deux puissances nucléaires qui redessinent les équilibres. Nous ne sommes pas face à un nouveau Yalta, mais son prélude. Philosophiquement, cela résonne avec Hegel. L'histoire avance par contradiction et dépassement. L'Occident proclamait l'unipolarité.
La Russie a opposé son refus. Et la synthèse qui émerge, c'est une recomposition bilatérale. Et la question se pose, ce sommet d'Anchorage n'a-t-il pas ouvert la voie à une recomposition plus profonde de l'équilibre mondial ? La Russie y a rappelé qu'elle incarne la matière, le réel, la souveraineté du sous-sol. Trump, lui, a montré que la séduction pouvait être plus puissante que la contrainte. L'Europe a constaté une fois de plus qu'elle n'avait pas réellement la main sur la partie. Et au fond, une autre question reste ouverte. L'histoire se construit-elle sur des promesses inscrites dans le papier ou sur la solidité de ce qui existe réellement ?